Et une année a passé depuis 2020. L'actualité du monde, elle se poursuit. Qu'en ont pensé nos éditorialistes? C'est la première édition d'une semaine dans le monde cette année. Bonne année à tous et bonne année à vous, Ziad Limam. Bonne année à vous. Directeur d'Afrique Magazine qui nous vient donc avec ce numéro de janvier. En une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une dirigeante d'un État africain, mais la future vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Le rêve américain. Ouais, le contre-exemple, voilà, le rêve américain. Et puis malgré tout, un personnage qui incarne ce rêve à cause de son histoire personnelle, le père, la mère, d'avoir atteint cette position dans ce pays. Bah, il y a un peu qu'aux États-Unis aussi que ça arrive. Il n'y a pas que des mauvaises histoires aux États-Unis. On va sans doute parler d'elle dans les prochaines minutes. Gauthier Ribinski est également à mes côtés, mon confrère de France 24, chroniqueur international sur notre antenne. Également avec nous, le partenaire d'une semaine dans le monde, La Croix, le rédacteur en chef et éditorialiste Jean-Christophe Ploquin. Bonjour Jean-Christophe, bonne année. Bonjour Raphaël, bonne année à vous. Et cette semaine, Donald Trump a-t-il grillé ses dernières cartouches en vue d'une hypothétique poursuite de sa carrière en politique? En tout cas, on s'interroge, le président est-il allé trop loin? En a-t-il d'ailleurs conscience lorsqu'il finit par condamner ses supporters après les avoir lui-même incités à marcher sur le Capitole? Écoutez le changement de ton entre son meeting mercredi devant la Maison-Blanche et la vidéo enregistrée hier. Nous tous, ici réunis, nous refusons de voir notre victoire électorale volée par des démocrates de gauche radicaux, de l'avoir volée par de faux médias d'information. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais. Cela n'arrivera pas. On ne concède pas en cas de vol. Nous allons descendre et je serai là avec vous. Nous allons y aller. Nous allons marcher jusqu'au Capitole. Puis nous applaudirons nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Mais nous n'allons probablement pas applaudir autant certains d'entre eux. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high, but now tempers must be cooled and calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. Entre ces deux discours, seulement 24 heures. Et surtout ça, ces hordes de militants qui envahissent le Congrès des États-Unis et interrompent la certification du résultat de l'élection. La victoire de Biden que eux se refusent obstinément à accepter. On va en parler évidemment avec nos trois débatteurs et on en parlera aussi avec Laure Simoes qui est avec nous aujourd'hui, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonjour et bonne année à vous Laure. Bonsoir à tous, meilleurs vœux, oui. On vous retrouvera à nouveau après chacun des sujets. Ça vous inspirait quoi, vous, Ziad Limam, ces scènes qu'on a tous vues stupéfiantes au Congrès cette semaine? C'est stupéfiant. Je pense quand même que c'est une profonde humiliation pour l'Amérique. Enfin, ce mot est fort, l'Amérique, c'est quand même la première puissance du monde, l'hyperpuissance. Pour ceux qui ont été à Washington, le Capitole, c'est un lieu qui pèse, qui est imposant, qui est majestueux, qui est le cœur en plus du système, parce qu'avec cette démocratie où chaque pouvoir est séparé, la présidence, le Congrès, comme ils disent, c'est l'incarnation du billet de banque We the People, c'est là où les élus sont. Donc il y a une humiliation très très forte et on l'a senti dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires plus ou moins contris, mais très ironiques. Je crois qu'il y a même un ministre zimbabwéen qui a dit « Je ne vois pas pourquoi il se permettrait de nous donner des leçons à partir de maintenant ». Donc ça, je pense que c'est un point très très fort. Et la deuxième chose, qui est très importante, c'est à quel point la manipulation, le mensonge, le fake news, le travail idéologique mené par Trump, mais qui date un peu d'avant aussi, le Tea Party et tous ces mouvements ultra, extrême droite, religieux, qui se coalisent dans un refus des procédures démocratiques, qui ne croient pas au système, qui pensent qu'il faut détruire le système, qui pensent qu'on peut prendre le système. Et ben, tout ce travail qui a été fait pendant des années, où on pensait plus ou moins que ça ne peut pas avoir de conséquences
j'allais dire, dramatique sur une démocratie, on a découvert en 1h30 que ça pouvait avoir des conséquences dramatiques parce que les Américains, ils vont mettre un certain temps à se remettre de cette insurrection, invasion, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est quand même, je dis, le cœur du pouvoir. Après, nous, en France, on a connu des choses, je sais que le parallèle est un petit peu hasardeux, mais quand même, tu vois, les Gilets jaunes, ça correspondait aussi à une logique un petit Avec peu l'envie de marcher sur l'Élysée à l'époque. Avec l'envie de marcher sur l'Élysée, sur l'Assemblée. Donc on a ces choses-là Sauf qui que ça ne montrent s'est à pas quel produit. point, parce que, on en parlera j'imagine un peu plus tard, parce que les systèmes de même si en France on a eu des moments où on pensait que le système de sécurité allait lâcher, il n'a jamais lâché. Là, il y a un problème dont on parlera, j'imagine. Mais la dernière phrase, c'est vraiment les démocraties sont fragiles. Je rappelle que les États-Unis, c'est la première démocratie parlementaire de l'histoire presque du monde. De la déclaration chronologiquement. Oui, chronologiquement, c'est avant 1789. Et donc, on reste vraiment les bras ballants devant un tel phénomène. Jean-Christophe Ploquin, cette désacralisation qu'on observe sur ces images, avec ça, un tabou est franchi, d'après vous, l'atteinte aux institutions, par simple refus, finalement, du verdict des urnes? Oui, on a vu des images assez étonnantes, effectivement. On a vu des actes de violence, mais ensuite aussi une sorte de déambulation, comme si finalement ces militants savouraient finalement le fait d'avoir semé le trouble et le chaos dans l'institution symbole finalement des États-Unis. C'est vrai que d'un autre côté, il n'y a pas eu non plus, justement, on parlait des Gilets jaunes, on n'a pas vu des violences non plus de ce type. Donc c'est vrai que c'est un rassemblement finalement assez étonnant, ce qui s'est passé, totalement inattendu, du fait effectivement d'une trop faible protection aussi des bâtiments du Capitole. Je pense que le principal responsable, c'est Donald Trump, qui a montré, avec le discours que vous avez fait entendre tout à l'heure, le premier, que c'était vraiment un dirigeant populiste, irresponsable, irréfléchi, irrationnel, extrêmement égocentrique. En gros, il ne pense qu'à lui. Et qui s'en mord les doigts aujourd'hui, d'après vous, Jean-Christophe? Pardon? Et qui s'en mord les doigts, d'après vous, aujourd'hui, Jean-Christophe? On n'en est pas sûr. C'est ça le pire. C'est que il a une espèce de... c'est un homme seul, c'est un homme qui réfléchit peu et qui discute peu également. Et dès lors, on a très peu d'informations sur la façon dont il se projette dans l'avenir. Là, très concrètement, il est effectivement séparé même de son vice-président, Mike Pence, qui a fait une sorte de sécession avec lui. Et donc, Donald Trump a toujours dit qu'il allait rebondir. C'est quelqu'un qui affirme n'avoir jamais connu l'échec. Donc, on peut penser qu'il se projette à nouveau dans un avenir de reconquête, peut-être lors des élections de 2024. Cela dit, il va se passer beaucoup de choses d'ici là. Il y aura des procédures judiciaires qui vont être déclenchées contre lui. Peut-être même que dans les prochains jours, il y aura des procédures davantage politiques, impeachment ou autres, qui vont être déclenchées contre lui. Et surtout, cette violence a provoqué beaucoup de réprobation dans une partie du camp républicain. Et donc, tant que Trump sera là, le parti républicain sera profondément divisé. Donc, possible que le parti républicain, un certain nombre d'élus majeurs, vont chercher à le tenir à l'écart et peut-être même à le tuer politiquement. Il y a une vie politique après ça pour Donald Trump, Gauthier Rybinski. On apprend à l'instant, c'est vrai qu'on est sidéré là par les révélations qui nous parviennent de Washington. Nancy Pelosi qui aurait informé d'importants dirigeants démocrates qu'elle aurait obtenu des garanties du sommet de l'état-major de l'armée américaine qu'on retirerait toute possibilité à Donald Trump, à l'heure qu'il est, de faire usage éventuellement de l'arme nucléaire. Autrement dit, le président est dévitalisé car on estime qu'il n'est plus en état de prendre ses responsabilités de chef des armées. Écoutez, c'est vrai que c'est de nature à abasourdir, mais en même temps, souvenez-vous de ce que l'état-major de l'armée avait indiqué
lorsque Donald Trump avait essayé de faire donner l'armée justement dans les villes où il y avait eu des émeutes suite à la mort de George Floyd. L'armée avait fait clairement savoir que son travail n'était pas de réprimer les citoyens américains. Alors qu'on soit passé d'un cran à ce niveau-là que vous citiez... Oui, parce que là quand même, elle parle de destitution. On est finalement qu'à 12 jours maintenant de la passation. On peut se dire qu'il n'y a pas forcément d'urgence, mais si, elle estime, et visiblement elle n'est pas la seule, qu'un symbole a été franchi. Est-ce la pression peut-être d'une frange d'élus démocrates ou est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience que 12 jours, même si ce n'est que 12 jours, c'est 12 jours de trop avec Donald Trump? Les deux, parce qu'effectivement, il y a ce symbole et aussi la volonté de la part des démocrates de montrer qu'ils ne sont pas en permanence comme Joe Biden l'a été, c'est-à-dire assez consensuel, voulant mettre de l'huile dans les rouages. Lui-même, Biden a essayé de dire « ça suffit », d'ailleurs en des termes qui sont délicats, puisqu'il a traité de terroristes les participants à ces saccages. Là, vous avez probablement l'idée que pour l'administration, la future administration, il s'agit de marquer très fort, de souligner de manière dramatique le danger que représente Donald Trump. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce danger. Je dis qu'il faut, pour eux, le surexposer, le surévaluer pour prouver que ça n'est vraiment pas une sinécure que d'avoir, et que c'était une erreur d'avoir comme président ce bonhomme-là. Donc je crois qu'elle a la volonté, effectivement, peut-être de grossir le danger, encore que... Mais sincèrement, quand on connaît un peu les procédures de déclenchement du feu nucléaire, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs, effectivement, il y a une certaine chaîne à passer. Il y a fort à parier que si Trump avait dans l'idée de faire cela, vous auriez des barrières infranchissables au niveau de la hiérarchie militaire. Non, mais les inquiétudes sur Trump, on les comprend. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de son électorat, 74 millions d'électeurs? Oui. Est-ce que ces gens qui ont investi le Congrès, est-ce qu'ils sont représentatifs de ces 74 millions? Ces gens sont représentatifs d'une partie des 75 millions, mais ça pèse très lourd dans la balance. Et on l'avait d'ailleurs dit dans cette émission, le Trumpisme, Trump va partir, mais le Trumpisme va survivre, ou va prendre des proportions différentes. Je veux dire, on ne peut pas... Tout ce discours sur la nation, sur la frontière, sur Make America First Again, sur la grande inquiétude des Blancs, des petits Blancs, je dis le mot parce que ça facilite la compréhension, face à l'émergence d'une société... de la dépossession. Oui, de la dépossession, la société multiraciale, tout ça, tous ces trucs... C'est profondément installé par des années de martèlement. Bien avant Trump. Ah oui, même avant Trump. Et donc ça va rester. Il y aura des incidents. Il y aura. On peut pas exclure que des congrès dans certains États soient pris d'assaut. On peut pas exclure que les deux députés, les deux sénateurs de Géorgie élus cette semaine, Géorgie sont quand même, excusez-moi du mot, des cibles par rapport à des gens comme ça qui n'ont aucune limite dans leur fonctionnement. Donc c'est pour ça aussi, je pense que le discours a changé. C'est parce que une partie du Parti républicain, alors c'est marrant, c'est les sénateurs, parce que les sénateurs, ils ont une chance, ils ont le temps. Ils ont un mandat qui leur permet de pouvoir changer de bateau au cas où. Ce qui n'est pas le cas des congressmen tous les 2 ans, qui sont tous les 2 ans et qui, eux, subissent la pression plein pot de la base. Mais l'appareil du parti, je pense, s'est rendu compte qu'il s'était brûlé les doigts. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de pacte faustien. Je t'aide, tu m'aides, tu me mets des juges conservateurs partout, tu enlèves les impôts, tu dérégules, tu trucs. Et puis pour le reste... Bon, et on le supportera, on trouvera bien le moyen de le tenir. Et à un moment, ils ne le tiennent plus. C'est ce qui a le cas le plus intéressant, c'est le majority leader du Sénat, Mitch McConnell, qui rompt. Mike Pence qui rompt. Son épouse aussi d'ailleurs, oui, Hélène Chao, qui était ministre de la après, les gens qui rompent à l'avant-veille du départ. La 25e heure, oui. 25e après heure. Avoir servi la soupe à Donald Trump, quand même. Le parti, je pense que le Trumpisme est là, que le parti est divisé, donc il y a une forte probabilité que les républicains se déchirent pendant des mois et des mois et des mois pour trouver une nouvelle synthèse. Ce qui laisse quand même, je rappelle que Biden va arriver avec tous les pouvoirs fédéraux, c'est-à-dire le Congrès, la Maison-Blanche, qui changeront peut-être les règles pour la Cour suprême. Enfin, il a un peu de mou. Et que là, on attend les démocrates parce qu'on leur reproche souvent, quand ils ont l'opportunité, de ne pas agir pour changer la société. Ils ont les leviers, c'est ce que vous dites. Laure Simoes, les dessinateurs de presse, on l'imagine, ils ont fait évidemment leur miel de ce qui s'est passé cette semaine. Ah oui, c'est du pain béni pour eux. On commence par un premier dessin du dessinateur américain Ed Hall.
Un portrait qui résume tout, hein. Admirez quand même cette magnifique contre-plongée. Il avait pourtant prévenu, hein, it's going to be wild. Et s'il y a une chose que l'on ne peut pas reprocher à Trump, c'est que malheureusement, il dit ce qu'il fait. On passe à un deuxième dessin qui nous vient du Mexique, du grand dessinateur Dario, qui convoque ici à juste titre l'image moyenâgeuse du bélier, qui a permis donc aux émeutiers pro-Trump d'envahir le Capitole. Et Trump a fait un très très bon bélier dans cette affaire. Un troisième dessin très drôle de Herman, dessinateur suisse pour la Tribune de Genève. Au menu de la République bananière des États-Unis, eh bien, vous voyez donc les partisans à casquette et drapeaux confédérés d'un côté, le désormais célèbre canon chaman, le fameux Jack Angeli et ses cornes de bison. C'est aussi un dessin très utile pour que les tout petits cherchent non pas les 7 différences, mais les 7 bananes. Parce qu'il y en a bien 7, je les ai comptées, il y en a une grosse au milieu surtout. Et puis alors, ce qui est aussi amusant, c'est de voir qu'en fait la réalité elle a tellement dépassé la fiction devant ces scènes proprement hallucinantes que beaucoup de dessinateurs ont fait référence au cinéma américain. Ici, par exemple, avec ce dessin de Osama Hajjaj, dessinateur jordanien, c'est une réinterprétation de Gangs of New York de Scorsese, hein, sauf que ici c'est les Gangs of Capitol, avec au milieu le personnage principal, vous l'aurez reconnu. Un autre dessin de Cac, dessinateur français pour l'Opinion, qui fait un clin d'œil au célèbre Shining de Kubrick. On aura vu ce sourire carnassier d'un Jack Nicholson transformé en Donald Trump. Et puis, par exemple, aussi cet autre dessin du dessinateur mexicain Rodriguez, qui fait référence au dernier Joker de Todd Phillips. C'est un peu après moi le déluge. Et puis, on a aussi un dessin de Kroll, dessinateur belge pour Le Soir. Et maintenant, l'Amérique est-elle toujours great again? Ouais, il y a l'Amérique d'Abraham Lincoln d'un côté, hein, qui force un peu au respect. Et puis, si on imagine la statue à l'effigie de Trump, ça donnerait le pan de droite du dessin. Pas très glorieux tout ça. Puis pour finir, un dessin de Vado que vous connaissez bien sur France 24 aussi, dessinateur belge pour l'Écho, même si le président a depuis lancé un appel au calme et s'est engagé à un transfert pacifique du pouvoir, le mal il est fait, quoi. Et on souhaite bon courage au nouveau président pour recoller les morceaux. Merci Laure. Fin de la première partie d'Une semaine dans le monde. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite. Premier débat de 2021. Bonjour à nouveau à tous. C'est la deuxième partie avec toujours à mes côtés Ziad Limam. Une semaine dans le monde, bien sûr, et non pas le débat, vous l'aurez compris. Ziad Limam, Gauthier Ribinski, Jean-Christophe Ploquin et Laure Simoès. Et cette semaine, le monde a abordé 2021 avec un espoir et une inquiétude. L'espoir, celui du vaccin. L'inquiétude, c'est le nouveau variant, les nouveaux variants détectés pour la première fois en Angleterre et en Afrique du Sud. Ils n'ont pas tardé à faire parler d'eux ailleurs. 19 cas pour le seul variant anglais ici en France, dont 2 clusters. Écoutez ce qu'en dit l'Organisation mondiale de la santé. Avec une transmissibilité accrue et une gravité de la maladie similaire, le variant suscite l'inquiétude. Sans un plus grand contrôle pour ralentir sa propagation, il y aura un impact accru sur les établissements de santé, déjà sous pression et tendus. Comme à Londres, où le maire se dit déjà dépassé. Quand on sait que ce variant est devenu en 2 mois la forme dominante de la maladie en Angleterre, il y a de quoi s'inquiéter, Jean-Christophe Ploquin. Eh bien, je pense qu'on est face, en tant que journaliste, en tout cas, à une sacrée responsabilité parce que nous sommes des médiateurs, nous écoutons ce qui se dit, nous écoutons les avis des spécialistes, nous entendons ce que vient de dire ce porte-parole de l'OMS. Mais ensuite, voilà, quelle distance trouver par rapport à ce déluge d'informations, à ces informations toujours très alarmantes, très inquiétantes.
comment faire effectivement pour trouver le juste milieu, si je puis dire. Vous l'avez très bien dit, il y a ce nouveau variant qui apparaît. On voit que dans certaines régions d'Europe, principalement en Grande-Bretagne, il est très actif et il se répand très très vite. En France, nous n'en sommes pas là, mais ce que nous disent les spécialistes, c'est qu'il n'y a pas de raison que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne n'arrive pas en France. Et donc, je pense qu'à cette heure, les spécialistes s'interrogent et les politiques aussi s'interrogent de savoir est-ce qu'il faut reconfiner, est-ce qu'il faut rebasculer vers un confinement tel que celui qu'on a connu au printemps dernier. Si oui, quand? Est-ce qu'il faut le faire le plus vite possible ou bien attendre une semaine, 2 semaines, attendre d'être sûr? Donc, ce sont les questions qui se posent au niveau des spécialistes, des épidémiologistes et des politiques. Cela dit, vous l'avez souligné, l'autre aspect de la situation, ce sont les vaccins qui sont en train d'être administrés en nombre de plus en plus important, avec des objectifs pour la France, par exemple, d'1 million dans les prochaines semaines, avec les cibles finalement de personnes qui seraient vaccinées, qui a été élargie et donc qui permettra de protéger un plus grand nombre de personnes. J'utilise bien le terme protéger en me situant plutôt du côté de ceux qui estiment que ce vaccin va protéger. C'est ce que nous assurent en tout cas les laboratoires pharmaceutiques. Donc voilà, dans cette grande actualité permanente qui nous bouscule et qui nous fait peur parfois, je pense qu'il faut à la fois montrer effectivement les motifs d'inquiétude, mais aussi les motifs de confiance et de se dire on va serrer les dents et on va s'en sortir. En tout cas, en Angleterre, on reconfine comme à l'hiver dernier, ou presque, annonce express de Boris Johnson en début de semaine. Écoutez. La majorité du pays étant déjà soumise à des mesures extrêmes, il est clair que nous devons faire davantage ensemble pour maîtriser cette nouvelle variante pendant le déploiement de nos vaccins. En Angleterre, nous devons donc procéder à un confinement national qui est suffisamment solide pour contenir cette variante. Le vaccin ne suffit pas à apaiser les craintes, Ziad Limam? Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'on vaccine 20 000 personnes par semaine. Il faut vacciner. Moi, je ne juge pas l'action du gouvernement français. Je ne suis pas dans la machine pour dire, mais ce n'est pas 20 000, 30 000, 40 000. C'est 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut réfléchir. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais il faut réfléchir à déverrouiller ce système. Ça a commencé sous la pression. Le Premier ministre, hier... Enfin, ils ont changé de rythme. Ces histoires de confinement, de lockdown, etc., on sait exactement à quoi ça sert et ce que ça entraîne. J'entendais un médecin ce matin je crois que c'était sur France Info, une médecin qui disait « Le confinement, c'est comme un garrot. C'est-à-dire, vous serrez, ça arrête de saigner, mais vous êtes en train de tuer le malade parce que ça bloque en avant et que le malade a besoin de son chirurgien. Et le chirurgien, c'est le vaccin. Alors, je sais bien qu'on n'en aura pas en quantité suffisante. Je sais bien que le problème ne concerne pas que la France, qu'on pourrait ouvrir le débat sur l'Afrique, sur l'Asie, sur comment vacciner en gros 7 milliards d'êtres humains. Mais c'est la seule solution. Toutes ces solutions de lockdown, le variant. Alors d'un seul coup, on découvre qu'il y a un variant, mais il y en a peut-être 50. On en a effectivement isolé 2, un en Angleterre et en Afrique du Sud, mais il y en a peut-être déjà un en France, il y en a peut-être déjà un aux Philippines. C'est la vie du virus, le virus évolue comme ça. Donc effectivement, on peut stresser plus, on peut encore augmenter le niveau de stress de tout le monde en leur disant c'est la catastrophe. Mais moi, je pense qu'il faut revenir à la discussion principale, c'est-à-dire petit 1, les stratégies de test, trace et isolement, et petit 2, généraliser au plus vite possible les vaccins pour tout le monde et pas uniquement pour des catégories d'individus. Je comprends très bien qu'il faut préserver ceux qui sont le plus à risque, mais si c'est pour préserver 1 million de personnes sur un pays de 50 millions de personnes ou de 60 millions de personnes, est-ce qu'on a vraiment avancé? Et là, je trouve qu'au début, j'étais très sceptique sur la discussion sur les vaccins parce que je trouvais que la classe politique en rajoutait une tonne sur le fait que la France, tout ça, Macron, c'est tous des nuls. Mais en réalité, il y a une vraie urgence. Alors, je ne sais pas quel est le meilleur mécanisme, mais il y a une vraie urgence. Et encore une fois, qui ne concerne pas que les pays riches.
À un moment, il va bien falloir ouvrir le débat de la vaccination des autres pays du monde, en dehors des États-Unis, de l'Europe et de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et du Japon et de la Corée. J'essaie de pas tout... Ce débat sur la lenteur, en tout cas, et c'est ça qui est surprenant, il agite même un pays comme l'Allemagne, qu'on avait cité pourtant en exemple comme pays qui vaccinait nettement plus. On était à plus de 200 000 ou 300 000 qu'en France. Et puis il y a un autre aspect aussi, cette fois sur les craintes liées à la maladie, c'est qu'en Allemagne aussi, on retarde l'ouverture des écoles. Autrement dit, le confinement, demain, il pourrait à nouveau concerner les enfants, si l'on en croit les Britanniques et les Allemands. Oui, et cela, c'est pas anodin, parce que ça veut dire aussi que si l'on en croit les découvertes concernant le variant, il y a un risque qu'effectivement les enfants y soient plus sensibles qu'ils ne le sont à celui qui est actuel. Juste une remarque sur à part, on a beaucoup l'habitude de dire en Allemagne, les choses vont bien, c'est efficace, etc. Si vous voyez le tohu-bohu, pour parler comme De Gaulle, que cela a suscité en Allemagne, entre les responsables des Länder, entre le niveau fédéral, c'est une bataille terrible, alors qu'ils sont effectivement à des chiffres extrêmement élevés. Je crois qu'ils sont à plus de 1000 décès par jour. Cette affaire du vaccin a suscité une bronca et des antagonismes, des vieux antagonismes politiques qu'on avait cru révolus. Là où moi je suis extrêmement surpris, et Ziad l'a bien dit, c'était l'issue passe par le vaccin, avec ce que vous avez dit, avec la démonstration que vous avez faite. Eh bien, en France, vous avez, et ailleurs, vous avez encore quantité de personnes qui sont réfractaires à ce raisonnement, non pas parce qu'elles en ont développé un autre, mais parce que ce raisonnement, pardon, c'est pas votre cas, mais il est catalogué comme étant le raisonnement de l'élite. Et à part ça, on est... Non, mais c'est pas pour l'approuver. À part ça, justement, on est prêt à risquer infection, avec tout ce que ça peut avoir, hospitalisation, réanimation, etc., pour simplement être dans le discours opposé à ce qui vient du pouvoir. C'est hallucinant, ça aussi. C'est effarant de voir la façon dont ce scepticisme, ou bien cet obscurantisme, on va dire, a saisi des pans entiers de la société. Je crois aussi que là, ils étaient là avant, ces pans entiers, qu'ils étaient en sommeil, et qu'un certain nombre de choses, comme cette épidémie, l'ont réveillé, mais aussi les gilets jaunes. Et donc, on est avec des personnes qui disent, nous sommes en quelque sorte fiers d'être ignorantes, fiers de dire, le vaccin, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est rien. Vous voyez comment tout ça se retourne. C'est ça qui est le plus important, me semble-t-il, c'est cette inversion des valeurs et des vérités, en quelque sorte. On va aller voir Laure Simoes dans un instant. Jean-Christophe Ploquin, vous vouliez réagir sur ce que vient de dire Gauthier, le déni autour du vaccin qui est présenté finalement comme un outil de l'élite. Moi, j'ai lu une information comme quoi sur l'un des vaccins qui est disponible aujourd'hui, donc le vaccin Pfizer, une personne sur 100 000 a été atteinte par des effets secondaires importants. Donc, c'est vraiment un chiffre infinitésimal. Et donc, il me semble... Au cas grave qui se développe sur les patients atteints de Covid. Et bien sûr, donc si on fait le rapport entre le nombre de personnes qui sont exposées au Covid et qui peuvent mourir du Covid, alors là aussi, il ne faut pas dramatiser, c'est 95% des personnes qui s'en sortent, mais ça fait quand même 5% de personnes qui sont gravement atteintes, voire qui en décèdent. Et donc, voilà, l'usage de ce vaccin, en tout cas de Pfizer, présente vraiment un bénéfice très important. Je ne suis pas payé par Pfizer, c'est juste une observation des faits et des statistiques qui sont fournis par des médecins épidémiologistes. Merci Jean-Christophe, mais il est quand même éloquent quand c'est temps troublé, vous soyez contraint effectivement de le rappeler. Laure Simoes, les dessinateurs de presse face à ce spectre d'un troisième confinement pour nous ici en Europe, et puis même d'une intensification, puisqu'on voit des pays d'Afrique comme le Sénégal, par exemple, qui sont confrontés, même si les chiffres n'ont rien de commun avec ce qu'on observe ici, mais en tout cas à une augmentation très sensible du nombre de cas et également du nombre de morts. Oui, un premier dessin de Plantu, dessinateur qu'on ne présente plus pour Le Monde, qui se lie en 3 temps justement sur la lenteur de la vaccination en France, un dessin très, très bien vu. C'est quoi ces retards? Vous voulez me faire crever? Et puis 2 cases plus tard, le même qui répond quoi? Me faire vacciner plutôt crever. Autrement dit, la critique est toujours du même
du même côté quand on dit en plus que les Français sont des râleurs invétérés, jamais contents, mais en voici la preuve. Un deuxième dessin de Soulcier pour Marianne. Certains accusent aussi les médias de trop en faire. Alors là, on a BFM TV, vos confrères, qui en direct oui, en effet, nous sommes actuellement à l'intérieur de Morissette, 78 ans, et pour l'instant, aucun changement. Jean-Christophe parlait de la difficulté pour les médias et les journalistes à trouver la bonne distance, mais là, disons qu'on a le nez dessus. Mais enfin, on embrasse Morissette quand même. Ce ne sont pas des supporters de Trump qui se... Voilà. Qui ont enfin... ça va. Quelle liaison, Raphaël. Un troisième dessin de Kurt, dessinateur français. La variante britannique de la Covid inquiète la France. Eh ben oui, y a de quoi, parce qu'on sait bien qu'un virus peut en cacher un autre. On voit que les Hatchoum deviennent des Frexit. Il ne faudrait pas que ça nous conduise à ça. Et puis, un autre dessin très beau du tandem de dessinateurs Plop et Cancre, des dessinateurs français, sur les dernières annonces du Premier ministre qui sont pas réjouissantes du tout pour les restaurateurs et qui, comme les musées, théâtres et cinéma, vont encore devoir rester porte close, tandis que la queue au Resto du Cœur, elle s'allonge. Je trouve ce dessin vraiment très, très fort. Puis pour finir, une petite blagounette de Mikaya, dessinateur français, une petite scène domestique des plus réjouissantes pour cette nouvelle année qui commence. Covid-21, tu te rappelles du Covid-19 ? Ah ben oui, c'était le bon temps. Et voilà, c'est pas impossible que dans un mois, on se souvienne de la chaleur printanière du tout premier confinement de mars 2019. C'est terrible à dire. Ouais, c'est vrai que les conditions ont changé. Merci Laure. La Chine, elle, a considérablement durci le ton cette semaine avec ses dissidents réels ou supposés. 53 personnes arrêtées à Hong Kong. Plusieurs ont été relâchées depuis, mais en tout cas parmi elles figure notamment un avocat américain. Et puis, on n'a plus trace de Jack Ma, le patron d'Alibaba, l'un des chefs d'entreprise les plus en vue et jusque-là les plus en cours en Chine. Eh bien, il a tout bonnement disparu. Alors, que se passe-t-il du côté de la Chine, Jean-Christophe Ploquin ? Est-ce que vous avez des éléments à nous donner ou en tout cas une réaction ? La question de Hong Kong est vraiment très, très importante et c'est la façon dont le régime chinois, depuis le régime de Pékin, depuis plus d'un an maintenant, de façon très active, est en train d'imposer son pouvoir dans ce territoire qui était pendant longtemps une colonie britannique. Et lorsque la Grande-Bretagne s'est retirée, c'est après avoir signé un traité international avec Pékin qui garantissait un statut particulier pour Hong Kong, et notamment le fait que Hong Kong pouvait gérer ses affaires internes. Et parmi ces affaires internes, il y avait tout ce qui touchait à la liberté d'expression. Et c'est cette situation que Pékin est en train d'écraser aujourd'hui, et Pékin aujourd'hui est vraiment le pouvoir qui agit directement sur Hong Kong. Ensuite, si on élargit le spectre, on constate effectivement avec la disparition de Jack Ma qui pose beaucoup de problèmes. C'était un milliardaire un peu à la Steve Jobs ou à la Zuckerberg. C'était quelqu'un qui a voilà, c'est ça, qui a très vite vu finalement l'essor d'Internet et qui a développé énormément d'applications et de produits à partir d'Internet. Et voilà, c'est vrai que c'était une personnalité certainement très influente, assez charismatique en Chine. Et le fait qu'il ait pu critiquer à différentes reprises les autorités de régulation chinoises, voilà, il y a un lien qui est fait entre ces critiques qui ont été faites l'année dernière et puis la façon dont l'introduction en bourse de l'une de ces entreprises a été stoppée alors que ça devait être une opération capitalistique très importante, très spectaculaire, très emblématique aussi, finalement, d'une Chine qui épousait les ressorts du capitalisme financier. Donc, au-delà du sort de Jack Ma, c'est vraiment qu'est-ce que le pouvoir en Chine, qui est, quand on dit
pouvoir, c'est le Parti communiste chinois qui contrôle vraiment très étroitement toute la politique économique et aussi culturelle, le rapport de liberté en Chine, la vie sociale des gens aussi. Voilà, qu'est-ce que ce pouvoir finalement, quelle est la crise aussi qu'il traverse pour briser, s'attaquer finalement à certaines figures qu'il avait soutenues pendant des années et des années. Donc il y a une interrogation effectivement sur finalement les ressorts aujourd'hui du pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas des failles à Pékin qu'on ne voit pas encore et que ces politiques finalement permettraient peut-être de deviner? Dans ce contexte, Ziad Limam, faut-il se rapprocher de la Chine comme on l'a fait en signant un accord non pas de libre-échange, mais d'investissement avec Pékin, c'est l'Union européenne, et puis comme ça prête peut-être à le faire, on ne sait pas, Joe Biden, en tout cas on imagine que si les relations ne seront pas forcément chaleureuses, elles seront forcément moins glaciales que sous Donald Trump. C'est pas sûr, parce que je pense que maintenant aux États-Unis, l'ennemi stratégique, il est déterminé, il est défini, c'est la Chine. D'abord parce qu'il y a une compétition réelle pour être le numéro 1 en termes économiques, pour être le plus grand marché, le plus grand producteur, et qu'il y a des enjeux stratégiques en Asie du Sud-Est, et que donc pour l'establishment américain économique, militaro-politique, il y a un ennemi central, il y a un adversaire, un ennemi c'est peut-être un peu fort, mais un adversaire central. Les Européens sont sommés de choisir, et donc ils essayent d'afficher une relative liberté, comme souvent en faisant valoir des jokers négatifs. Il faut régler le problème des Ouïghours, il faut régler le problème du travail forcé, etc. Mais on sent bien un grand malaise parce que la Chine à laquelle on a à faire face aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 10 ans. Et comme le disait M. Ploquin, il y a quand même une reprise en main très très forte, mais par l'appareil du parti. C'est-à-dire on sent bien que c'est le Parti communiste qui met le système sous pression peut-être pour ne pas perdre la main, parce que l'expérience chinoise, c'est quand même l'enrichissement d'1 milliard d'individus. On n'a jamais vu un enrichissement qui ne se traduit pas à un moment par une forme de libéralisation politique. Et on voit bien que ce parti est en train d'envoyer des multiples messages pour dire « attention, le parti reste central ». Je rappelle la question des Ouïghours aussi, qui est quand même une question totalement emblématique de ce durcissement. C'est-à-dire on est vraiment dans un raidissement du Parti communiste chinois. Et donc, ça ne va pas arranger le multilatéralisme avec les États-Unis et avec l'Europe, à mon avis. Il reste très peu de temps. Gauthier, l'Europe a-t-elle eu raison, en tout cas, de faire du sort des Ouïghours et de la question du travail forcé un point, disons, central de sa négociation et en réalité, qu'ont vraiment obtenu les 27 dans cette négociation? Écoutez, si c'est un passage obligé dans la négociation ou dans la rencontre avec la Chine, oui, l'Europe a cité les Ouïghours, a cité le travail forcé. Est-ce que, d'abord, les paroles d'Emmanuel Macron qui a dit « Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons aux Chinois », donc on a vu qu'il y avait là finalement une limite posée, comme si finalement, côté chinois, on acceptait que de temps en temps, on nous rappelle la situation des Ouïghours et le travail forcé. Pour autant, non. Je crois que l'attitude de l'Europe va être jaugée à la manière dont elle va se positionner face aux États-Unis et à ce que disait Ziad sur une position qui n'est pas forcément très différente de celle de Donald Trump. Et le problème, c'est ça, c'est que l'Europe comptait beaucoup en récupérant Biden, en disant que, y compris vis-à-vis de la Chine, on pourrait récupérer Biden, et la réalité n'est pas ça. Ou alors, et d'un mot, c'est l'Allemagne qui intéressera Joe Biden, mais pas le reste de l'Europe. Merci beaucoup Gauthier, merci également à Ziad Limam. On sent le German tropisme de Gauthier Ribinski. Passionné d'Allemagne. Non, c'est pas forcément pour approuver. Merci également à Jean-Christophe Ploquin et alors Simon S, auprès de qui je m'excuse pour ces dessins commandés sur la situation de la Chine et que malheureusement nous n'aurons pas le temps de passer. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Encore désolé Laure. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans 9 minutes, un nouveau journal sur France 24.